Guillaume, tu peux y aller quand tu veux. Ouais. À Regard et Parole, nous avons l'habitude d'accueillir des artistes. Aujourd'hui, c'est un peu différent puisque notre invité est membre d'une association humanitaire. On peut tout de même dire que dans son genre, Pascal Bollé est bien une artiste. Dans son action de Un toit à Bombay réclame, comme fier artiste, engagement, générosité et disponibilité. Donc Pascal Bollé, bonjour. C'est quoi Un toit à Bombay? Bonjour. Alors d'abord, je tiens à préciser que je parle au nom de la présidente du TAB, qui est Colette Battistini, qui n'a pas pu venir, et nous avons préparé cet entretien ensemble. C'était important de le signaler. Un toit à Bombay, c'est une association qu'elle a créée en 2007, et l'objectif de cette association était de scolariser les petites filles d'un bidonville, le Jamrachi Nagar, au nord-est de Bombay, de les scolariser, de s'occuper de leur santé ainsi que leur famille, et puis leur bien-être alimentaire. Voilà les objectifs. C'est une charte qu'elle s'est donnée et qu'elle va suivre tout au long de ses 15 ans. Et pourquoi l'Inde? Pourquoi Bombay? Alors, Colette a toujours eu un rêve intérieur qui était d'aller faire de l'humanitaire en Inde. Dès qu'elle était en retraite, elle a pris un billet d'avion et elle s'est rendue à Bombay. Au début, elle s'est intégrée à une petite structure qui existait déjà dans ce bidonville. Ensuite, très très rapidement, quand elle est rentrée en France après quelques semaines, elle a souhaité créer son association pour suivre justement cette charte qu'elle avait déjà dans la tête. Et est née l'association Un toit à Bombay. Et vous-même, quel est votre rôle dans cette structure? Alors mon rôle, d'abord j'ai toujours été amie avec Colette, je l'ai toujours suivie depuis le début. J'ai été adhérente, marraine du TAB, et depuis la dernière Assemblée Générale du TAB, je suis passée secrétaire de l'association et mon mari est devenu trésorier à la suite de Vincent et Anne-Marie qui souhaitaient prendre du recul, Vincent et Anne-Marie Butrille. D'ailleurs, je voulais les saluer tout le travail qu'ils ont fait, le travail immense. Ils ont été les piliers administratifs de cette association en appui à Colette, et vraiment grâce à eux, l'UTAB a pu grandir et évoluer. Donc nous avons repris ce rôle depuis quelques mois. Et c'est combien de personnes permanentes, Un toit à Bombay? Alors, Un toit à Bombay n'a que des bénévoles. Mais en 2010, quand Colette a créé la structure indienne qui s'appelle GIFT, dont on parlera également, cette structure indienne comporte 5 ou 6 permanents, c'est l'équipe, plus une dizaine d'intervenants extérieurs. Voilà, donc UTAB, que des bénévoles, et GIFT, des salariés, plus les administrateurs et les intervenants extérieurs. Donc on peut imaginer qu'en Inde, les besoins ne manquent pas pour une association comme la vôtre, mais comment décidez-vous d'accorder votre aide? Quels sont vos critères? Un toit à Bombay a toujours eu le même objectif, c'est de scolariser au travers le parrainage. Donc le parrainage, la santé et l'alimentaire. Donc à partir de là, quand GIFT a été créé, on a pu avoir des locaux pour s'occuper des petites, et d'abord la maternelle qui comporte une 50aine de petites filles, et puis les parrainés. Les petites filles viennent du bidonville essentiellement. L'équipe indienne connaît très très bien les besoins. C'est elles qui font la sélection, elles connaissent les familles dans le bidonville, et donc à partir du moment où elles ont sélectionné et répertorié les besoins, UTAB prend le relais et fait en sorte de réussir à réaliser ces besoins. Alors moi j'aimerais juste vous poser une question. Comment se fait justement les critères de sélection pour les personnes qui travaillent en Inde, qui sont en Inde,
et qui sont en charge de sélectionner justement les filles. Est-ce qu'il y a une sélection qui finalement a décidé que c'était ces personnes et pas d'autres? Bien sûr. La directrice de GIFT a suivi Colette depuis le début. Elle a démarré avec elle en 2007 et à l'époque elle était institutrice de la toute petite maternelle qu'il y avait, qui était dans un petit bus abandonné au pied du bidonville. Donc Charda, qui est donc la directrice actuellement, a toujours été également dans l'aventure. Et ensuite, les autres personnes sont des institutrices qui ont été recrutées par les administrateurs sur place. Et donc, effectivement, ce sont elles, puisque GIFT, le but de GIFT, c'est d'être un petit peu autonome par rapport à la structure. Et il est évident que ce n'est pas à nous, en France, de sélectionner les petites filles. Comment pourrait-on faire le choix? La sélection, le vrai critère, c'est la pauvreté, les plus pauvres parmi les plus pauvres du bidonville. Vous arrivez même, c'est-à-dire que dans la pauvreté, vous arrivez encore une fois à faire des classifications. Dans la pauvreté, il y a encore plus pauvres que pauvres. Oui, parce que il y a des gens, des familles qui travaillent dans le bidonville, qui vivent dans le bidonville, mais qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité de se loger. Il y a quelquefois des mamans qui sont toutes seules, qui élèvent leurs enfants et qui travaillent pour des petits travaux. Donc voilà les critères de sélection. Alors quand vous arrivez en Inde, comment personnellement vous vivez cette relation justement avec ça a forcément un impact sur votre propre psychologie, votre style. Est-ce que vous arrivez à le gérer? Oui, parce que effectivement, c'est vrai que c'est un choc. Évidemment, on se trouve à Bombay, mais dans un bidonville. En plus, c'était la mousson quand on y est allé, donc c'était la totale. Mais on vit avec eux déjà, donc le regard est... Et puis, malgré la pauvreté, ils sont toujours très accueillants, très gais. Et même dans le bidonville, quand on va visiter les familles, c'est assez... On s'y sent très vite bien, en fait, d'être avec eux. C'est le but. Et vous pouvez nous donner un exemple de budget pour une de vos actions? Avant de parler d'un objet, je vais parler des financements. Et puis, les montants des parrainages, qui sont assez conséquents. On a à peu près adhérents. Pour GIFT, qui est une entité indienne totalement indépendante, il existe une loi qui est assez intéressante, qui fait que les entreprises indiennes sont obligées de donner un certain chiffre d'affaires, on peut en bénéficier. Donc une équipe s'est un petit peu constituée là-bas pour faire des dossiers d'entreprise et ça commence à fonctionner. Nous avons maintenant quelques entreprises qui subventionnent par le biais de cette loi qui s'appelle la loi CSR. Alors pour revenir à votre deuxième question, un exemple du budget du parrainage. Une enfant que l'on prend en charge en parrainage, ça correspond à l'inscription à l'école, ça correspond à l'uniforme, à la tenue vestimentaire, les uniformes, plus souvent des cours particuliers que l'on donne pour renforcer par exemple l'anglais. Parrainage qui est le parrainage d'équerre, qui permet de faire fonctionner la structure, qui peut donner des repas une fois par jour aux élèves. On peut les situer sur 4 plans. Il y a déjà les résultats scolaires. Donc j'ai parlé du petit bus qui une vingtaine, une trentaine entassés dans ce petit bus. Elle a créé, maintenant peut recevoir une cinquantaine de petits bambins qui arrivent du bidonville, dont s'occupent 2 instituts, à l'équivalent de la 3e. Aujourd'hui, on en a une trentaine qui font des stages dans des hôtels assez prestigieux. Nous en avons une qui est... et maintenant, les filles rêvent infirmières, policières, avocates, et elles ont compris que ça c'est très très important. Ensuite, reçoit les mamans. Les mamans du bidonville se rassemblent et il y a une social worker, une assistante. Les filles prennent conscience de leur environnement. Et à ce niveau-là, les grandes filles ont eu une idée.
elles voulaient nettoyer leur bidonville. Bon, vous avez vu, on peut voir des photos, c'est quand même assez sale. Et donc, à l'époque, Dominique Hogan, qui était permanente, qui leur a fourni des gants, ils ont sensibilisé la mairie, la municipalité a eu lieu, avec beaucoup d'enthousiasme. Elles ont même réussi à entraîner un peu leur passion. Elles prennent conscience de leur environnement. Un autre point, le samedi, ce sont les activités extrascolaires et on peut leur apporter des cours de danse, des cours de yoga et surtout des cours de self-défense. Alors, il y a le côté ludique des choses, mais il y a aussi le fait, et surtout, qu'elles prennent conscience d'elles-mêmes et qu'elles prennent de l'assurance. C'est un de job. Et il faut qu'elles soient sûres d'elles, qu'elles apprennent à se redresser, à être fières. Et ces cours de self-défense et de prendre de l'assurance. Tout ça, c'est l'éducation. Ensuite, a mis au point un partenariat les fillettes malades et les familles, parce que pour elles, c'est très très important, non seulement de soigner les petites, mais de soigner la grand-mère ou les familles dans le bidonville. Donc ça, elle a mis ça en place. 2 fois par an, elles reçoivent des rations alimentaires, parce qu'elle peut mettre en toute tranquillité sa fille à l'école. Donc tout ça, et ce sont tous les résultats qui sont vraiment notoires aujourd'hui. Vos 3 actions concernant le dossier du bidonville du slum de Jamcharni Nagar, l'action aussi de Yen Balwad, et enfin le dernier aspect touchant le dé. Oui, alors en créant GIFT, elle a pu avoir des locaux en dur. Ces locaux sont au pied du bidonville. Et pour elle, c'était très important que les petites filles puissent venir dans ce centre, justement, pour avoir un repas quotidien. En général, les cours, c'est une demi-journée, donc il y en a le matin, il y en a l'après-midi. Elles viennent faire leurs devoirs, elles viennent faire des activités, mais surtout, elles sont en sécurité. Voilà, elles ne sont pas dans la nature pendant que les mamans travaillent dans le bidonville, etc. Le Balwadi, là, c'est la même chose, de pouvoir avoir le Balwadi, ça c'est la maternelle, hein, c'est pouvoir accueillir les petites filles du bidonville, permet de les connaître, premier apprentissage, pour arriver ensuite dans leur scolarité normale. Et donc c'est un petit peu notre vivier qui va servir à faire le parrainage de leur scolarité. Je crois que j'ai abordé tous les points. Comment fonctionnez-vous? Comment on fonctionne? Alors, comme je l'ai dit, UTAB et GIFT sont devenus partenaires. Et donc, UTAB subventionne toutes les activités de GIFT. C'est comme ça que ça fonctionne. Plusieurs fois par an, nous nous rendons sur place, surtout Colette, la présidente, qui va plusieurs semaines connaître les petites filles, voir les besoins, rencontrer les institutrices et toute l'équipe indienne. Voilà à peu près le fonctionnement. Et quels sont les moyens dont vous disposez? Alors, j'en ai parlé, les moyens, ce sont les moyens financiers, puisque c'est le nerf de la guerre. Et donc, les moyens, ce sont effectivement les cotisations des adhérents UTAB, les dons, les legs, et puis les parrainages surtout. Alors notre travail à nous, ici, on va rechercher des parrains et des marraines pour continuer à scolariser. Les partenaires, ce sont, je pense qu'on peut aborder le côté AMAP, que vient faire AMAP il y a à peu près 1 an. Quand on a rencontré Colette la dernière fois, elle souhaitait trouver un partenaire justement pour reprendre un petit peu la structure et pour organiser. Je fais partie de AMAP en tant qu'administrateur. Au sein d'AMAP, je m'occupe plus particulièrement de l'éducation. Je vais expliquer ce qu'est AMAP. AMAP veut dire Halt Omil. Ça a été créé par 2 militaires à l'époque, dont Joël Kègre, qui est toujours le président. Et au départ, c'est minage et faire de la formation de soldats pour du déminage. Et ensuite, traiter
à AMAP, donc le déminage qui existe toujours, l'accès à l'eau, très important, dans les régions les plus pauvres, la santé, avec des missions santé à Madagascar, Haïti, Philippines, etc. Et nous avons déjà au sein de l'AMAP 5 écoles de la deuxième chance en Afrique. Nous étions déjà tout naturellement dans la possibilité de faire un partenariat avec UTAB. Un premier voyage en janvier pour connaître la structure, pour connaître le partenaire GIFT, pour passer là-bas, et surtout pour avoir l'accord de GIFT et des partenaires. Ce n'est pas envisageable de reprendre UTAB et bien sûr GIFT sans accord et sans qu'il soit tout à fait partie prenante avec nous. C'est ce qui s'est passé. Donc nous sommes maintenant dans l'opération d'UTAB vers AMAP, voilà, gérée. Et bien évidemment, Colette Battistini va rester de son association qu'elle a créée elle-même. À Saint-Mandé, quel est le fonctionnement de l'association? Alors à Saint-Mandé, c'est le siège social de UTAB. Et le mode de fonctionnement, c'est... présent, c'était effectivement les bureaux chez Anne-Marie et Vincent, le siège social est chez Colette Battistini, et puis l'administratif était tenu par Anne-Marie et Vincent, qui sont, je le rappelle, qui étaient des bénévoles, hein, bien sûr. Et puis toujours des relations par mail avec GIFT pour leurs besoins, à chaque fois qu'ils avaient des questions pour les aider sur place. Axon qui sélectionne les actions. Je crois qu'on en a déjà parlé. Donc c'est bien sûr l'équipe indienne qui elle sélectionne. C'est très très important. L'équipe indienne est là pour les petites et faire les inscriptions aux écoles, aux différentes écoles. On a à peu près une quinzaine de nos parrainés. Donc c'est beaucoup de travail sur place pour on ne va pas dire les surveiller, mais les suivre les familles. C'est le mode de fonctionnement. Je suppose que les difficultés sont nombreuses dans cette région du monde en raison des différentes castes qui font partie de la culture indienne et du fait que vous vous occupez des filles. Y arrivez-vous, malgré toutes ces contraintes, à mettre en place vos... Et sans problème surtout, et sans problème sur de l'administration, parce qu'on sait qu'en Inde, être une fille est quelque chose de beaucoup plus que d'être un garçon. Là, souvent avec les administrations, vous arrivez à avoir, mais même à travailler avec ces administrations sereinement. Oui, parce que alors le but de Colette était justement de s'occuper des filles, particulièrement des filles, puisque les garçons dans les familles sont plus enclins, etc. Les petites filles, beaucoup moins. À 8-10 ans, les filles commençaient à travailler ou à s'occuper de ses petits frères et ses petites sœurs. Donc Colette, au départ, allait là-bas pratiquement 2 fois 4 mois par an. Donc elle a été voir les écoles pour pouvoir mettre les petites parisiens avec tout le quartier qui fait qu'effectivement, elles sont plutôt bienveillantes. Le deuxième point, ça a été au GIFT 100% indienne, avec des administrateurs indiens, a été créé. Ça a été beaucoup plus facile parce que UTAB, qui est partenaire et sponsor de GIFT, pouvait se mettre en retrait de la France et laisser GIFT 100% indienne. Donc plus facile pour ouvrir un compte en banque. Par exemple, en Inde, pour les envois des transferts d'argent, il était absolument nécessaire d'avoir une structure indienne. Donc ça a été un très très gros travail de mettre ça au point pour pouvoir faciliter justement le travail sur place, le travail de GIFT vis-à-vis. Et quelles sont les réactions des villageois et de l'administration indienne? Les villageois, c'est surtout les personnes du bidonville. Bien sûr, les familles sont très très reconnaissantes de ce qui se passe. Alors, on peut parler de villageois parce que la plupart de ces familles viennent des villages, parfois. Alors c'est assez émouvant parce que parfois on perd une petite parrainée parce que partir au village, quand on est allé sur place la dernière fois en octobre, il y avait des élections
des élections assez importantes. Des familles partaient à 500-600 km pour aller voter dans le village. Donc, effectivement, on peut parler de village, mais là, c'est également au bidonville. Et quels déployez-vous pour réussir dans vos actions? Les moyens, C'est finalement. C'est de tous les jours. C'est surtout aussi, Anne-Marie et Vincent, et que je vais m'employer à faire, c'est un grand relationnel avec les parrains et marraines, aux enfants. C'est leur envoyer des photos, c'est communiquer beaucoup, c'est essayer de contacter des lycées en France, organisation. Voilà, on passe notre temps à chercher de l'argent. C'est la chose la plus importante. Et sur pourquoi cet engagement et qu'en retirez-vous? Qui me laissait beaucoup de temps. Donc j'ai bénévolat il y a très longtemps. Et je me suis aperçue que ça me donnait un bon équilibre dans mon monde un petit peu mercantile. Et par ailleurs, je crois que j'ai une grande curiosité du monde, des vrais gens, des femmes dans leurs conditions parfois très très difficiles dans ces pays-là. Et j'ai toujours suivi le parcours de Colette avec beaucoup d'admiration et voilà un petit peu pourquoi et comment mon engagement. AMAP Humanitaire, est-ce un changement dans vos objectifs et votre mode de fonctionnement? Alors ça va être effectivement un changement. Les objectifs vont être scrupuleusement les mêmes, c'est-à-dire AMAP a vraiment les mêmes valeurs. Ça c'est très important de le signaler. C'est la scolarisation des petites filles du bidonville, c'est la santé, c'est la prise en charge des familles, le côté alimentaire. Voilà, ça, nous allons effectivement respecter ces objectifs de Colette. La chose un peu à mener en tant qu'AMAP. Alors AMAP est une structure plus importante, 6 salariés qui sont chefs de projet dans tous les pays. Particulièrement à Gift, justement, ce qu'on appelle le transfert de compétences. C'est-à-dire que là-bas, Colette avait tout organisé, elle a fait un travail formidable, mais ils étaient en demande, l'équipe indienne était en demande de structuration maintenant, de tout structurer. Donc le transfert de compétences, à mettre en place le règlement intérieur des conventions, leur contrat de travail, etc. C'est ça notre rôle en particulier pour les rendre réellement autonomes. Et maintenant Colette peut continuer et va continuer, en tant que la présidente, à aller voir ses chères petites filles, les familles, en toute sérénité, parce qu'on va s'occuper du reste. Voilà. Bien, merci Pascal d'être venu nous faire découvrir votre belle association, voir ainsi fait mieux prendre conscience de l'existence de ces familles lointaines, Merci. en si grande précarité. Alors j'ai un petit message, j'ai fait passer le message et je fais un appel, rejoignez-vous, rejoignez. On a besoin de dons, on a besoin de legs, on a besoin, c'est que du bonheur, c'est une très belle expérience. Et puis, bien sûr, nous sommes habilités à faire de la défiscalisation, c'est très important. Donc, voilà, c'est mon message final. Merci encore et surtout bravo. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup.